Hop là. Bienvenue à tous et toutes. Donc on est sur la grande conférence du soir. Vous êtes soit acteurs d'économie sociale et solidaire et présents sur le hall qu'on a animé tout aujourd'hui et qu'on animera demain. Vous êtes des citoyens engagés, des militants ou bien simplement des personnes curieuses. Et ben, on est très content de vous voir. Tout à l'heure, à la fin de la conférence, on appellera quand même l'équipe du MES Occitanie, Flavie Hanson, là, qui est là, Léopold Doriac, Natacha Maya, enfin, ils sont quelques-uns là, tout autour de nous. Mais on fera ça à la fin, parce qu'on boira un petit verre. Alors, je vais appeler pour cette conférence qui a le titre du forum, « L'argent est-il solidaire ?» Donc, je vais appeler nos intervenants que vous voyez apparaître. D'ores et déjà, je dois excuser Séverine Foligné qui était là aujourd'hui, qui s'est sentie pas très bien tout à l'heure, donc qui est rentrée. Voilà. Donc désolée, on n'aura pas Séverine Foligné. Et Anaïs Chili est-elle arrivée? Elle est dans les bouchons, donc elle ne va pas tarder. Bon, on va les voir arriver, donc tout va bien. Je me confirme, hein, Anaïs arrive. Ok, donc j'appelle Frédéric Bosquet, Thierry Fabat, Jean-Michel Huppé. Et puis peut-être qu'on peut commencer sur le premier thème qu'on a eu envie d'aborder. Donc je vais vous laisser prendre place tranquillement. Puis moi je vais me sauver un peu parce que je suis plutôt du côté de l'animation. Voilà. Alors vous imaginez, on a choisi un thème avec une question un peu l'argent est-il solidaire? Et alors, selon vous, si on fait un vote, il est solidaire l'argent pour vous aujourd'hui? Vous pouvez faire ça, hein. Ok, bon, d'accord. Voilà. Ben voilà, c'est fini, on peut sortir, ça y est, c'est fait. Voilà, on n'a pas à en discuter au fond. On a une bonne identité. Voilà. Donc, c'était effectivement une question un petit peu, comment dire, osée, en se disant, bah non, il n'est pas vraiment justement, et bah, si on allait un petit peu en discuter ensemble. Donc on va vous proposer finalement trois thématiques, à la fois un premier point qui serait de comprendre de quoi on parle, c'est quoi l'argent, ça a quoi comme valeur, voilà, qu'est-ce que c'est que ce sujet étrange. Et puis ensuite, on va plutôt regarder l'argent du côté de la justice sociale et des inégalités ou des égalités ou des discriminations. On va essayer de regarder cet endroit-là. Et le troisième sujet qui nous tient beaucoup à cœur, c'est la question de la transition écologique, bifurcation. On y va doucement pour faire face aux crises climatiques. De quel pas y va-t-on? Sans analogie à un mot bien connu, aller d'un pas de... voilà, je ne le dis pas de sénateur, pour tout dire. Voilà, donc je vais peut-être vous laisser commencer dans un premier temps. Donc je proposerai volontiers que Frédéric Bosquet nous donne son point de vue. Je vais vous proposer qu'on les écoute. Ils ont à peu près 8 minutes chacun dans un premier temps et qu'ensuite on soit sur cette thématique-là dans un aller-retour avec vous puisque c'est important que vous participiez. Donc je laisse Frédéric Bosquet donc, se présenter déjà et puis nous donner son point de vue. Point de vue sur donc qu'est-ce que l'argent pour moi? Ça soit bien clair. Oui, tu n'as pas lu ton mail. Ce n'est pas bien. Non mais je voulais confirmer la dernière question que tu m'as posée. Donc, alors... Qu'est-ce qui fait valeur? Voilà. Okay. Donc, d'abord, je m'appelle Frédéric Bosquet, je suis entrepreneur humaniste. Alors pourquoi t'entends Il faut prendre le micro. Il faut prendre le micro, on va prendre... c'est celui-là, c'est pas celui-là. 1, 2, vous m'entendez bien? Parfait. Donc, je m'appelle Frédéric Bosquet, je suis entrepreneur humaniste depuis plus de 30 ans. Humaniste, pour moi, c'est un mot important. Ça veut dire que je veux remettre la finance au service de l'économie et l'économie au service de la vie pour que chacun puisse expérimenter le chemin de son propre bonheur dans le respect des humains et de la nature. C'est le principe de l'émancipation, hein, il n'y a pas d'autre secret. Quand le jour où vous faites ce que vous voulez, avec qui vous voulez, quand vous voulez, avec l'intensité que vous voulez, on n'est pas loin d'être émancipé, à condition que ça se fasse dans le respect des autres humains et de la nature. Donc pour moi, tout gouvernement est un gouvernement qui accompagne et qui permet de faire ça.
Deuxième élément, pour moi, l'argent, j'ai écrit un bouquin il y a quelques années qui s'appelle Les monnaies citoyennes, l'argent, faites de votre argent un bulletin de vote. Donc pour moi, la monnaie, c'est un bulletin de vote. C'est un bulletin de vote sans itinéraire. Donc comme tous les bulletins de vote dans une démocratie, tout le monde devrait en avoir suffisamment pour pouvoir voter. Et pour pouvoir voter pour qui il veut. Parce que si c'est certains acteurs de la société qui décident combien on doit émettre de bulletins de vote, à qui on doit les mettre, et dans quelles conditions on doit les mettre, et pour quelle destination on doit les mettre, ça ne s'appelle plus un bulletin de vote, ça s'appelle ce que vous voulez. Donc pour moi, la monnaie est un bulletin de vote. Le citoyen a gagné la démocratie par les urnes, mais il a perdu la démocratie par l'économie. Et Jean-Jacques Rousseau, que j'aime bien, malgré je sais qu'il n'était pas très cool avec ses enfants et à l'époque, il a quand même écrit un bouquin qui s'appelle Le contrat social, sur lequel pour l'instant, j'ai l'impression qu'il avait pas loin d'avoir raison. Si vous regardez à la fin de son bouquin, je crois que c'est à la fin ou au début, je crois que c'est à la fin, où il décrit ce qu'il allait se passer si on laissait finalement la monnaie entre les mains des nouveaux possédants, qui étaient les bourgeois à l'époque, bourgeois dans le sens de habitants de la ville, et qui faisaient du commerce, de l'artisanat, de l'industrie. Et il disait bientôt les paysans quitteront les campagnes pour venir dans les villes acheter du pain. Voilà. Et les amis, aujourd'hui, les paysans, malheureusement, il n'y en a plus beaucoup, et ils sont entassés dans des villes pour acheter du pain fabriqué par des industriels. Donc, l'argent est un bulletin de vote, il faut redonner de l'argent à tout le monde, et il faut que cet argent soit destiné à valoriser en monnaie ce qui compte pour nous. Et qu'est-ce qui compte pour nous? Premier article des droits de l'homme de 1789, les hommes naissent libres et égaux en droit, celui-là tout le monde le connaît. Le second, personne ne le dit, les distinctions sociales sont fondées sur l'utilité commune. Le bulletin de vote qu'on appelle monnaie est une distinction sociale, elle doit être assise pour moi pour distinguer l'utilité commune. C'est quoi l'utilité commune? C'est les activités au service des communs. C'est ça l'utilité commune. Il n'y a pas d'autre utilité commune que des activités au service des communs. Et c'est quoi les communs? C'est ce que nous avons en commun. C'est ce qui fait société entre nous. Qui peut décider ce qui est en commun entre nous, à part nous? C'est nous. Parce que si on décide à 50,03%, voire même 28% dans certains cas, ce qui est commun pour nous, c'est pas du commun. C'est pour eux. C'est pas pour nous. Donc, premier étage, il nous faut redécider c'est quoi les communs. Et les communs où ils se trouvent pas sur Mars, ils se trouvent sur la planète et en particulier dans nos communes. En France, on a des communes, personne n'habite en dehors d'une commune. Donc normalement les communs sont dans les communes ont des habitants, les habitants devraient définir qu'est-ce qui est commun entre eux par une constituante qui déciderait, nous, ici, à Tataouine-les-Madeleines, on est 200 habitants, les communs à ce moment-là, parce que demain ça peut être autre chose et après-demain encore un autre truc, et puis peut-être il y a des communs qui sont pour l'éternité, par exemple notre planète, parce que si on n'a plus de planète, on va avoir du mal à définir les autres communs. Et donc, chaque commune définit ses communs. Et comment on définit les communs? On ne peut pas les définir à la majorité relative, c'est pas possible. Si y a la moitié qui veulent ça et l'autre moitié, c'est pas des communs. Donc les communs, c'est forcément avec une très large majorité. Nous, on vise même le consentement chez nous. Je parlerai après de notre projet, mais voilà, pour nous, le consentement, c'est fondamental. C'est-à-dire, il ne doit pas y avoir d'objection. Donc, dans les communes, les habitants des communes redécident quels sont les communs. Une fois que les communs sont décidés, qu'est-ce qui se passe? On peut réaligner les activités d'utilité commune, puisque c'est les activités au service de ces communs. Et donc, du coup, on peut réaligner les distinctions sociales, puisque c'est celles qui vont éclairer les activités d'utilité commune au service de ces communs. Et enfin, on peut monétiser, valoriser en monnaie ce qui compte pour nous, c'est-à-dire ce qu'on a décidé ensemble de ce qu'on devait valoriser en monnaie. Voilà pour moi ce qu'est l'argent. Donc, pour terminer, je ne sais pas si j'ai fait 8 minutes, mais ça doit être pas loin. Voilà. Pour terminer, je ne vois pas comment on peut décider les communs en dehors des communes. Le problème aujourd'hui, c'est que les communes ne sont pas égales face aux communs. Puisque d'un côté, nous avons des énormes villes qui extraient la ressource vitale de nos territoires de vie pour faire vivre 80% d'immatériel et à peine 20% de matériel. Ces grandes villes qui ont une empreinte écologique de 300 fois leur taille. Il y a une ville comme New York qui naît chaque année. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire, une ville, pardon, chaque mois. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire, une ville comme New York qui sort de terre chaque mois. Quand vous avez à chaque fois 300 fois
leur taille en empreinte écologique. C'est la folie. 97% des lois sont faites pour les urbains, 3% pour les territoires ruraux. Il y a une dernière étude qui a été faite. Un Français sur deux veut quitter les grandes villes pour aller habiter dans nos campagnes, ou dans des villes plus petites, à condition d'y retrouver tout ce dont on a besoin pour vivre. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin, pour quitter les grandes villes, d'arriver dans des petites communes qui, elles, sont en capacité de nous recevoir. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Pourquoi? Et je terminerai là. Parce que si vous voulez reconnecter les citadins en transition qui sont éco-anxieux, comme on dit aujourd'hui. Alors les amis, l'éco-anxiété, c'est pas une maladie, ça s'appelle de la conscience. Et vous avez raison, hein, c'est quand vous avez mal au pied, vous appelez pas de l'éco-anxiété, vous avez mal au pied et ça vous fait mal. Eh bien les citoyens qui sont éco-anxieux, ils ont mal, parce qu'ils ont encore un peu de conscience. Donc quand vous dites que vous êtes éco-anxieux, dites putain, je suis un véritable être humain. J'ai encore conscience de ce qui se passe dans la société. Soyez heureux d'être éco-anxieux. Ce n'est pas du tout une peine. C'est au contraire, je pense que la grande solution, plus nous serons éco-anxieux ensemble, et plus on va être joyeux. Okay? Donc très important, pourquoi je termine là-dessus? Parce que si ces citoyens en transition veulent quitter les grandes villes pour venir habiter à la campagne, dans des conditions dans lesquelles ils peuvent y habiter durablement, et que ces petites communes qui sont en train de crever, il y a une commune sur 3 en France qui est en train de mourir, 13 000 communes sont en train de mourir, alors qu'on a tout, des terres, de l'eau, du vent, du soleil, des conditions de vie incroyables. Là où j'habite, j'ai mis 3 heures avant de me faire à Toulouse, je ne sais pas comment vous faites. Il faut pas. Ceux qui sont bien, ils sont bien, mais moi je ne peux pas. Moi je passe 3 heures à Toulouse et je suis halluciné avec tous ces signaux de partout, quoi. Bon, bref. Donc, si on veut aider les citoyens éco-anxieux à quitter ces grandes villes pour aller habiter à la campagne, et qu'on veut aider ces communes rurales qui sont en train de crever alors que ces gens veulent venir habiter chez eux pour vivre, entreprendre et investir en milieu rural, il faut leur donner des thunes, de l'argent, des brousoufs, mais à des conditions qui correspondent à la réalité des activités économiques tranquilles qu'on veut y développer. C'est-à-dire avec des capitaux patients à intérêt modéré. Des capitaux sur le long terme. Imaginez si on avait confié aux spéculateurs les forêts primaires, on ne respirerait pas beaucoup aujourd'hui, moi je peux vous le dire. Hein. Ce qu'il nous faut, c'est des capitaux patients à intérêt modéré, moins de 2%. Et pourquoi 2%? Parce qu'il faut baisser la rentabilité financière des capitaux, qui étaient là normalement pour énumérer le risque économique et financier, et il faut créer 2 nouvelles formes de rentabilité, là où il y a des risques, la rentabilité écologique, nous devons créer la rentabilité écologique qui n'est pas prise en charge par le marché ni par l'État, et la rentabilité sociale. C'est-à-dire un homme en paix, fort, joyeux, c'est un investissement durable, bordel de merde. Il n'y a pas que les machines, les immeubles et les bagnoles. Ok? Donc si on veut rémunérer la rentabilité écologique et qu'on veut rémunérer la rentabilité sociale, alors il faut baisser la rentabilité financière pour émettre de la monnaie à destination de ce dont on a besoin pour l'avenir. Voilà, je dis ça. Je crois que j'ai le micro, il marche. Thierry, Micro, ça. Thierry, Oui. Thierry, voilà, il va se présenter. Oui. Mais Thierry va nous parler d'un autre endroit. Endroit de PME, local, pas forcément USS d'ailleurs, mais quand même un petit poil engagé. Un petit poil, merci pour le petit poil. Je pensais que c'était un peu plus comme ça. Voilà, oui, non, mais alors, Thierry Fabat, donc je m'occupe je suis cofondateur, animateur d'une association qui s'appelle Planète RSE Toulouse. Donc RSE, responsabilité sociétale. Pardon. Responsabilité sociétale des entreprises. Donc pour ceux à qui ça ne parle pas, ce sont quelque part c'est le cadre des entreprises qui s'engagent mais qui ne sont pas de l'ESS. Voilà, donc des entreprises, comme on dit, avec des statuts à but lucratif. Voilà. Et la question qui se pose, qui est posée, définir l'argent et la valeur des échanges, clairement, quand on est à la tête d'une entreprise ou dans une entreprise, même pas à la tête, simplement collaborateur, clairement, la valeur des échanges, les histoires de prix, d'argent, de circulation, de valorisation sont omniprésentes.
Et clairement, là, je ne vais pas me situer du tout sur le côté qu'est-ce que c'est l'argent, la monnaie et compagnie. Je crois qu'aujourd'hui, on sait qu'il existe deux capitalismes. Un capitalisme de spéculation, donc qui fait beaucoup de beurre sur tout un tas de choses qui dépassent largement le commun des mortels au niveau de la valeur de l'argent, l'actualisation et tout ce qu'on peut imaginer, la bourse avec des transactions qui ne reposent pas sur des vrais échanges matériels ni rien du tout, et l'économie. Et jusqu'à preuve du contraire, au moins pour l'instant, on a besoin d'argent pour faire des choses au niveau de l'économie, pour créer des services, créer des produits. Voilà. Donc clairement, aujourd'hui, les entreprises qui choisissent de s'engager, les dirigeants à la tête de ces entreprises sont amenés sous le thème de la responsabilité dans un contexte d'enjeux climatiques, biodiversité. Enfin, je ne vais pas vous le faire, il y a une recrudescence claire de tout ce qu'on peut penser au niveau des enjeux. Les dirigeants sont amenés à se poser des questions presque philosophiques, on est clair. Nous venons avec Frédéric d'un monde de dirigeants. Nous avons été pendant des années au centre des jeunes dirigeants, qui est un mouvement patronal le plus vieux qui depuis des années se pose la question et prétend que l'économie doit être au service de l'homme et de la vie. Donc on a été assez tôt amenés à se poser des questions. On continue à se les poser. Moi, ce que j'aurais envie de dire aujourd'hui, c'est que le contexte général qui est en train de se former autour de la RSE, pour rappel, la loi Pacte, qui pour beaucoup est une loi qui est complètement passée à l'as 2019, une loi un peu fourre-tout de Bruno Le Maire pour donc faciliter les changements, la transformation des entreprises, avec trois textes de loi qui concernent la responsabilité. Je ne sais pas si vous le savez, mais toutes les entreprises aujourd'hui, y compris à but lucratif, comme on disait, doivent prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux qui sont liés à leur activité. Voilà, jusqu'à présent, on disait quelque part que les entreprises à but lucratif, c'était pas trop leur problème, les externalités environnementales. Aujourd'hui, dans la loi, vous êtes obligé de prendre en compte les impacts de vos activités. Donc ça n'a pas encore infusé vraiment, mais ça commence à monter un peu dans la tête des dirigeants. Cette fameuse option qui est ouverte aux entreprises à but lucratif toujours, de définir une raison d'être dans leur statut. Donc pour pouvoir s'échapper de cette prédestination, vous êtes une entreprise, vous devez, votre finalité c'est forcément de dégager des profits pour les actionnaires. Grâce à la loi Pacte, on en est sorti. On peut même, donc, dans les statuts de l'entreprise, s'accorder sur une finalité qui n'a rien à voir avec la finance. Et les entreprises à mission, vous savez, le troisième étage pour les entreprises qui ont choisi une raison d'être, de pouvoir même, quelque part, s'engager sur des choses encore plus restrictives avec des contrôles et compagnie. Voilà. Donc tous les dirigeants aujourd'hui, je peux en témoigner, petites et grandes, sont amenés à leur niveau à se poser des questions sur qu'est-ce que c'est qui est monétisé, pas monétisé, quelle est la valeur de ce que je fais, et de sortir des schémas de plus en plus qu'on nous a jusqu'à présent donnés. Voilà. On est amené, je dirais même à des petits niveaux, à petites entreprises, en réfléchissant sur la raison d'être, les enjeux, on est amené à se reposer des questions fondamentales, voilà, sur l'utilité des activités qu'on a, sur la valeur qu'on accorde aux choses, tout simplement. Et l'argent n'est qu'un paramètre parmi d'autres qui vient au niveau de ces questions, je dirais presque philosophique et quasi métaphysique. Voilà, je crois qu'il ne faut pas, contrairement à ce que pensent beaucoup, enfin, moi je fais partie de ceux qui disent il faut accompagner les réflexions sur ces sujets un peu méta. Il faut qu'on sorte du pratico-pratique, la RSE qui est une succession d'outils, de choses, où sans trop réfléchir, on remplit des cases, on donne de l'information à ce monde financier qui a besoin d'informations pour pouvoir arbitrer, choisir où y mettre l'argent. Ça, c'est pas notre problème, je dirais, les TPE-PME. Voilà. Nous, notre problème, c'est de redonner du sens, comme on dit, à ce qu'on fait. Voilà. Et je pense qu'on est amené aujourd'hui, et je remercie le FRES d'avoir replacé la question de l'argent et tout. Ce sont des questions de fond qui, je crois, doivent se reposer, y compris dans le monde non ESS. Donc je tiens à le dire, alors je ne sais pas si ça rassure, mais il y a quand même un bon paquet d'acteurs de l'économie classique, et donc des mouvements, voilà, qui cherchent de nouvelles voies et qui, comme d'autres, ont envie de remettre en question la façon dont sont traitées ces questions de valeur, de prix et compagnie.
On a besoin d'une grande remise à plat. Tu en parlais au niveau de certaines choses, au niveau de l'organisation des communs. On est aujourd'hui, par exemple, un sujet comme nôtre qu'on a relevé l'année dernière au travers d'événements qu'on organise. Je ne sais pas si vous connaissez le thème de la redirection écologique. Alexandre Monet fait des gens qui travaillent, que sans doute vous devez connaître, qui mettent en avant, par exemple, une notion de bien commun négatif. Qu'est-ce qu'on va foutre de toutes ces infrastructures, de toutes des choses qu'on a montées, que des entreprises ont montées, qui leur ont permis pendant certaines années de faire de l'argent, aujourd'hui qui sont plus du tout rentables, et qu'ils peuvent abandonner à bien commun négatif. Il appelle ça bien commun négatif. Qu'est-ce qu'on va en faire? Personne ne se préoccupe trop du sujet. Ça va coûter de l'argent de traiter ces... Voilà. Je pense que les entreprises, y compris TPE, PME, ce sont aujourd'hui des sujets sur lesquels il faut s'investir. Il faut considérer que ce ne sont pas des sujets qu'on doit refiler à l'État, au gouvernement, machin, que ça fait partie de notre vie, notre responsabilité sociétale, comme on dit. Et ça oblige les uns et les autres à se poser des questions de fond et à abandonner un peu les principes ou même les outils, la façon de compter, la comptabilité, tout ça. Aujourd'hui, il y a une remise en question partout. Et je trouve très bien dans la situation très compliquée où on est, au moins l'avantage, c'est que plus personne ne peut, du haut de son estrade, vous donner de leçons, vous expliquer que c'est comme ça que ça marche et qu'il y a des choses qui continueront de marcher comme ça. Voilà. On a au moins l'avantage, aujourd'hui, quand on est dirigeant et qu'on a envie d'être entrepreneur, de secouer un peu, que plus personne n'a de leçons à vous donner. Voilà. Même pas les DAF, même pas le banquier, même pas les grands penseurs de l'économie. Ils ont tous montré à quel point ils s'étaient méchamment vautrés ces dernières années. Merci Thierry. Alors j'ai demandé à Jean-Michel, on a beaucoup discuté avant-hier je crois, et on s'est dit que tu allais peut-être apporter un éclairage sur, au fond, c'est quoi l'économie capitaliste? De quoi on parle quand on parle de ça? Merci. Alors c'est très ambitieux en 8 minutes. Alors, donc moi je suis membre de l'atelier d'écologie politique et je fais de l'écologie politique. Pour ceux qui ne connaissent pas, politique c'est comme science politique, hein, c'est absolument pas l'écologie politique partisane. Et l'atelier d'écologie politique, on est un collectif qui existe à Toulouse depuis 5 ans. On est près de 230 scientifiques de toutes les disciplines. Et en très très bref, face au ravage écologique, on cherche à partager les savoirs entre disciplines et avec tous les publics pour les rendre opérants, c'est-à-dire sortir de la fuite en avant droit dans le mur. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de ce sujet, même si j'ai suivi la fresque de la monnaie tout à l'heure, donc ça y est, je suis au point maintenant. Donc je vais pouvoir... mais je voulais, en réfléchissant à cette table ronde, j'ai eu envie de vous apporter 2 petits éclairages qui, pour moi en tout cas, m'ont fait comprendre des choses qui viennent du champ de l'écologie politique, hein, du champ disciplinaire de l'écologie politique. Et effectivement, j'avais envie de vous rappeler une analyse très simple, mais pour moi qui est éclairante, de Karl Marx, qui fait la distinction entre 2 types d'échanges. Donc voilà, où est-ce que l'argent intervient, donc le thème ici. Dans les échanges économiques, il y a la relation marchande un peu universelle, qui est marchandise, argent, marchandise, de l'échange. En anglais, ça fait CMC, pour ceux qui connaissent, Commodities, Money, Commodity. Et donc l'argent, ça vient juste fluidifier, faciliter les échanges. Et il y a un autre mode d'échange, c'est où on commence par l'argent, qu'on échange contre une marchandise pour avoir davantage d'argent. Et ça, c'est le mode, pour Marx, c'est le mode d'échange capitaliste. Et ce mode d'échange, il a 2 problèmes. Le premier, c'est qu'il faut toujours investir pour plus. Donc voilà, on voit comment ça déclenche le tapis roulant de l'accumulation. C'est de la reine rouge qu'il faut avancer pour se maintenir à la même place. Donc la nécessité de la croissance économique, et donc qui est responsable des ravages écologiques en cours. Donc on voit bien comment c'est un problème. L'autre problème, c'est qu'il faut commencer par avoir un capital, et l'argent du départ, le premier, avant de l'échanger. Et chez Marx, c'est ce qu'on appelle l'accumulation primitive. Il s'agit d'une accumulation violente, donc qui a été de plus en plus caractérisée, l'accumulation par dépossession. Et chez Marx, dans son analyse socio-historique, je fais très simpliste, mais c'est quand même assez éclairant,
il y a un double mouvement, le mouvement de l'enclosure, la privatisation des terrains communaux, qui permettait la subsistance souvent en dehors du système monétaire, et cette destruction, cette privatisation des communs n'a pas cessé de se reproduire ensuite. Donc ça, c'est les apports de Rosa Luxembourg et plus tard. Et donc ça, c'est l'accumulation par dépossession, c'est une constante du système capitaliste qui a toujours besoin en fait de nouveaux marchés, et c'est aussi toute l'histoire du colonialisme. Le deuxième mouvement des enclosures, c'est l'obligation des paysans d'aller travailler dans les usines du capitalisme industriel pour pouvoir se nourrir, car ils sont privés d'accès aux communs. Donc ils ont besoin d'argent. Et ça permet aux capitalistes d'exploiter leur force de travail. Alors ce qui est intéressant, c'est que, enfin il y a plein de choses, voilà, pour moi c'est assez éclairant, ce double mouvement fait augmenter la masse monétaire, donc fait croître ce qu'on peut appeler l'économie, hein. Donc ça peut paraître comme un enrichissement des nations, alors qu'en fait ça commence par un appauvrissement des populations, et notamment donc rurales, et aussi toutes les populations coloniales. Voilà, les pays sous-développés ont été créés par la mise dans le mouvement marchandisation mondiale. Il faut voir aussi que ces échanges monétaires, justement, en les définissant, ignorent la richesse, enfin voilà, la valeur de tout le reste. Et ça, c'est notamment les apports des analyses féministes, tout le travail des femmes, les soins, le bénévolat, 20 millions de bénévoles en France. En conclusion, sortir du capitalisme de cette première partie, je ne sais pas si j'ai le temps après d'en faire un petit deuxième point, ne signifie pas sortir des échanges économiques, ni sortir même de l'économie de marché. Il suffit que, en fait, les échanges du schéma CMC, voilà, donc par des marchandises contre la monnaie, redeviennent le mode d'échange dominant. Et pour ça, ça peut se faire avec des entreprises, mais des entreprises qui ne recherchent pas de profit. Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'actionnaires à qui il y ait un revenu à rémunérer, et ça donne évidemment une place fondamentale à l'économie sociale et solidaire comme moyen de sortir du capitalisme. Ce qu'on va appeler, enfin je reviendrai peut-être dans la deuxième partie tout à l'heure. La deuxième point que je voulais apporter, qui éclaire un petit peu justement cette notion, enfin voilà, le rapport entre les valeurs et les échanges, la place de la monnaie, c'était la question de est-ce qu'il faut mettre un prix à la nature, donc qui est une question qui revient énormément, qui va choquer évidemment voilà, les environnementalistes. La nature n'a pas de prix, hein, elle n'est pas à vendre, mais depuis une étude très célèbre dans Nature en 1997 par Constanza et ses collègues, cela quand même a permis de montrer la valeur des écosystèmes, qu'ils ont appelé des services écosystémiques, en disant voilà, la nature c'est 3 fois la valeur des richesses mondiales, c'est juste énorme. Et donc de valoriser ce qui était, voilà, la destruction de la nature, on peut détruire, ça c'est pas grave. Là on lui donne un prix, donc on lui donne de la valeur. Donc ça a été soutenu de façon pragmatique en disant bah oui, peut-être donner un prix à la nature, ça permet de la préserver. Mais évidemment, cela permet aussi la marchandisation. Et là, on retrouve, voilà, ça donne un prix. Si on y met le prix, on a le droit de détruire. C'est le droit à polluer. Et du coup, ça participe aussi, cette marchandisation des écosystèmes, des services écosystémiques, de l'offensive voilà, qui est devenue néolibérale, voilà, on reproduit le système d'accumulation par dépossession. Donc ça paraît un peu un dilemme. Et l'équipe de Giorgos Kallis à Barcelone en 2013 et ses collègues a publié un article que moi je trouve très inspirant pour essayer de répondre à ce dilemme, au lieu de dire est-ce qu'il faut donner un prix à la nature ou pas, est-ce qu'il faut to value or not to value, c'est de se dire dans quelles conditions on pourrait mettre un prix à la nature, dans quel cas c'est bénéfique. Et l'une des conditions, c'est par exemple, c'est uniquement quand ça permet d'améliorer réellement la condition de l'environnement, mais quand on est sûr que cela ne permet pas de marchandiser une nature, de le commodifier. Et il donne quelques exemples. Il donne l'exemple, par exemple, en 2011, la Cour fédérale de l'Équateur a condamné Chevron, l'entreprise de pétrole, là, à 9 milliards de dollars pour la pollution de la forêt amazonienne. Et cet argent a permis de nettoyer une partie de la pollution
Donc il y a vraiment un bénéfice direct. Le premier critère, ça permet d'améliorer la condition de l'environnement. Et puis aussi, cette amende constitue une menace pour d'autres compagnies pétrolières qui pourraient faire plus attention. Donc il y a un côté intéressant de ce côté-là. L'autre chose qui est très importante, c'est que cette amende a été décidée par une cour de justice. Et dans le procès, les communautés indigènes ont maintenu que le crime contre l'environnement restait incalculable. Donc ça ne transfère pas un permis de polluer. L'amende, c'était juste, se demander, pour pouvoir réparer ce qui était réparable, mais Chevron avait 15 jours pour s'excuser publiquement, sinon l'amende était doublée. Donc ça, c'était le côté symbolique était extrêmement important. Ça ne devenait pas un droit à polluer. Donc cet article essaie de décrire un petit peu comme ça, en disant est-ce qu'il faut un revenu pour des services écosystémiques? Est-ce qu'on va donner quelqu'un qui préserve une forêt, est-ce qu'on va lui donner de l'argent? Et donc la réponse, les éléments de réponse, c'est dire non si c'est dans un marché. Toute la logique d'un marché, là, c'est de la commodification, donc surtout pas de marché. Mais pourquoi pas si c'est de l'argent public géré par l'État, qui va donc correspondre à une récompense de la préservation d'un environnement, une incitation. Donc c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup plus près de la subvention à des pratiques de conservation. Dans ce cas-là, très clairement, pour essayer de répondre à la question, la conclusion, l'argent pourrait être solidaire dans ces conditions. Alors je le mets quand même à la discussion, puisque un exemple assez proche que donnent Calice et ses collègues, c'est l'exemple de l'initiative Yasuni ITT en Équateur, qui acceptait de laisser 900 millions de barils de pétrole dans le sol, dans la forêt amazonienne, une des régions de biodiversité les plus riches. Donc ils avaient ce manque à gagner, en disant, on décide, l'État décide, en compensation, en acceptant des compensations internationales, que les États donnent spontanément de l'argent. Et ça, c'est un exemple de récompense. Donc, là, on a donné un prix à la nature, on a donné le prix de préserver ces plantes, donc c'est intéressant. Alors, si je le questionne, c'est qu'en fait, ça a été un échec. Après 9 ans, ils avaient récolté 1% sur les marchés internationaux, et donc le gouvernement a décidé de commencer à exploiter. Et il y a eu 10 ans de lutte indigène, et c'est seulement cet été, et sans doute c'est pas la fin de l'histoire, qu'il y a eu un référendum et qui a arrêté, en tout cas décidé d'arrêter l'exploitation. Donc voilà, c'était la logique et paraissait bien, mais ça n'a pas marché, et du coup on est repassé par une lutte politique et démocratique pour préserver, pour préserver cet environnement. Merci. Est-ce qu'on peut passer maintenant peut-être à des questions dans la salle pour ces premières interventions? Vous avez des questions, des commentaires? Bravo. Faites pas votre boulot, là. Oui, voilà. Oui, pardon, vas-y. Oui, c'est vrai. Non. Oui, alors justement, pourquoi on parle d'argent et pas plutôt de monnaie? Parce que on l'a vu sur la journée là, on a parlé de beaucoup de choses. Bon, au départ on était sur du troc, maintenant c'est devenu de l'argent. Et puis bon, est-ce que peut-être on peut préciser les termes de monnaie? C'est quoi qui diffère de l'argent? Pourquoi on crée maintenant de la monnaie et pas un autre argent? C'est des concepts, donc derrière ces concepts il y a quand même des idées et on met des choses différentes derrière ces mots-là. Donc pourquoi là on parle d'argent solidaire et non pas de monnaie solidaire? Parce que ça peut provoquer peut-être le risque de se méprendre, de confondre un peu les termes, les concepts, ou je ne sais pas moi, voilà. On pourrait discuter de ça. Pourquoi on va parler d'argent solidaire, pas de monnaie solidaire? Voilà, c'est la question que je me pose. Est-ce que, bon voilà, c'est un débat, hein, je ne dis pas qu'il y a une solution meilleure, mais en tout cas, on voit bien que c'est pas fini ces questions-là. Et par exemple, c'est pareil, oui.
L'eau se mesure en litres, par exemple. Donc là, c'est des mesures très claires, très précises. C'est des unités de mesure qui sont très claires, communes à tous. On mesure en kilos, on mesure en litres, voilà. Mais par exemple, quand on parle de valeur d'argent, de valeur monétaire, je ne suis pas sûre que tout le monde ait le même rapport à la valeur de l'argent ou de la monnaie. C'est des questions peut-être un peu philosophiques, mais voilà. Qu'est-ce qu'on met derrière ces concepts, ces mots-là ? On va peut-être prendre une ou deux questions supplémentaires. J'avais vu des... Non, il n'y a plus. Ah.